En ce moment, dans toutes les boulangeries de France, c'est un même défi qui devient chaque jour plus délicat. Gagner sa vie en faisant du pain. Comme par exemple à Saint-Amand-de-Vert, en Dordogne. Delphine, la Oui. commande pour l'imparfait, c'est prêt ou pas? Ah, pas tout à fait, encore un petit peu. Là, il me reste une dizaine de poches et c'est bon. Ok, bon. Pas de problème. Ici, pas de baguette en vitrine. La spécialité, ce sont ces petits pains précuits et vendus par sachet de 30. À la tête de cette affaire, Sam Coetsier, un ancien restaurateur devenu boulanger pour les hôtels et les restaurants. C'est pour qui ça, Audrey? Pour la Tour des Vents. Avec Audrey, son associé, et 2 employés, ils sortent 10 000 pièces par jour. Le pain, c'est un mélange vieux comme le monde. Du gros sel, de la levure, de l'eau et surtout de la farine. Beaucoup de farine. Sam en achète 400 kilos par jour. C'est un sport national pour les boulangers. Combien il pèse ce sac? 25 kilos. Et j'en prends 16 par jour de 25. Ça m'évite d'aller à la salle. Cette matière première représente 60% des ingrédients du pain. Et depuis peu, quand Sam et Audrey consultent leurs factures, ils n'en reviennent pas. Le prix au kilo de la farine a flambé. Ça a presque doublé, quoi. Surtout les derniers mois. Donc en 2020, on était à 41 centimes. Ensuite, nous sommes passés à 50 centimes. Et là, nous sommes actuellement à 65 centimes. On a besoin de 400 kilos de farine à peu près par jour. Avant, ça nous coûtait 165 €. Maintenant, on est à 100 € de plus par jour. Autant d'os en si peu de temps, voilà, c'est pas possible. 60% d'augmentation, du jamais vu dans la profession. Et ce coup dur s'ajoute à d'autres hausses, comme celle de l'énergie ou des emballages, qui font bondir les coûts de production. On fait attention à tout. On essaie d'économiser sur le gasoil, on essaie d'économiser sur la main-d'œuvre, sur plein de choses, sur plein de postes. Et sur la farine, on peut pas. Et sur la farine, on ne peut pas. Alors, comme beaucoup de boulangers en ce moment, Sam a pris la décision d'augmenter ses tarifs. Nous, on a augmenté nos prix de 10%, mais on est loin de compenser toutes les hausses qu'on a. Ce petit pain, si on veut avoir la même marge à la vente, on devrait rajouter sur les 10% qu'on a déjà fait, on devrait rajouter encore 15% minimum. Pourquoi vous ne faites pas? Parce que je perdrai des clients. Rester rentable sans faire fuir la clientèle, c'est le dilemme qui se pose en ce moment dans la profession. Pourtant, tous travaillent avec de la farine française et nous sommes loin, très loin d'en manquer. Mais alors, d'où viennent vraiment les problèmes de blé de nos boulangers? De toutes les céréales, c'est la plus stratégique, le blé. Il est à la base de notre alimentation. Alors imaginez le choc. En 2021, le blé se vendait autour de 200 € la tonne. Mais avec la guerre en Ukraine et les mauvaises récoltes passées, son prix a flambé. 438 € la tonne au plus haut. Mais cette envolée profite-t-elle à nos agriculteurs? Et d'ailleurs, qui décide du prix? Les paysans ou les marchés financiers? Mon job, c'est de spéculer. Là, j'ai gagné pas mal d'argent. Dans cette crise sur fond de guerre, le blé est devenu une arme géopolitique. Il fait même l'objet d'un vaste trafic. C'est 1 million de tonnes de blé qui a été pillé en Ukraine. Jusqu'où l'invasion russe en Ukraine impacte-t-elle les réserves mondiales? Si le volume ukrainien ne sort pas, on risque la famine pour 400 millions de personnes. Nous avons remonté toutes ces filières, de la France à l'Amérique, en passant par l'Ukraine ou la Turquie, pour enquêter sur cette folle ruée autour du blé. Avec en tête un enjeu planétaire, allons-nous manquer de blé ou devoir payer notre pain beaucoup plus cher? Au cœur de l'été, quand le blé devient aussi doré que l'or, c'est le signal qu'attend chaque agriculteur. Voici venu le temps de la récolte. Comme ici en Seine-et-Marne, dans les champs de Banost-Villegagnon. Aux commandes de sa moissonneuse, Alexandre de Meulener achève son marathon annuel. Voilà, la moissonneuse, on y passe 12 à 14 heures par jour en période de moisson.
C'est un moment hyper important pour l'agriculteur parce que c'est la fin d'une année de travail. Et ben là, on est très satisfait. Durant 10 jours, l'agriculteur récolte dans sa benne l'équivalent de centaines de milliers d'euros qu'il a fait sortir de terre en à peine un an. Et cette année, il a de quoi se réjouir. La météo lui a permis d'obtenir un très bon cru. Magnifique. Vous voyez, on a un beau grain, bien rond, arrondi, bien dodu, qui est bien rempli de protéines, qui a bien profité, quoi, qui a été bien nourri. Si jusque-là les dieux du ciel ont gâté Alexandre, il ne sait pas encore en revanche combien d'argent il va exactement récolter. C'est le problème des céréaliers. Contrairement à n'importe quel chef d'entreprise, aucun d'entre eux ne décide vraiment du prix auquel il va vendre sa moisson. Tout d'abord, il n'a pas le droit de vendre sa production en direct. Il doit passer par une coopérative. Un organisme qui stocke le blé des agriculteurs et se charge ensuite de le vendre à des grossistes. Mais ce n'est pas non plus la coopérative qui fixe les prix de vente du blé. Ce sont les marchés internationaux. Comme pour les actions, l'or ou le pétrole, il y a un cours du blé qui fluctue tous les jours en bourse. Si l'agriculteur ne fixe pas lui-même son prix de vente, il peut en revanche décider du moment auquel il acceptera de le vendre. Voilà tout l'enjeu pour Alexandre. Faire les bons paris pour vendre au meilleur moment. Sous ce hangar, la moisson du céréalier. 2000 tonnes, dont il espère tirer le plus possible en suivant heure par heure les cours du blé. Il est 11h06. On va sur l'application, bon, c'est sur Agritel. Scotché à son téléphone, Alexandre se connecte plus de 20 fois par jour à la bourse des matières premières. Voilà, le prix du jour, aujourd'hui, on est sur l'échéance septembre 22, on est à 330 € tonne. 330 € tonne à la minute que je vous parle. Ça peut valoir plus ou moins encore ce soir. On regarde tout le temps, on est accro aux cotations permanentes. L'information circule très vite avec les réseaux sociaux. On sait ce qui se passe à l'autre bout du monde. Une annonce quelconque d'un pays, de sécheresse, une très grosse canicule, un incendie, des pluies diluviennes. Le marché, il rebondit, il perçoit cette information. Mais son plus gros rebond, le cours du blé l'a subi il y a 7 mois, dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Car à eux deux, ces pays représentent près d'un tiers des exportations de blé dans le monde. Les marchés s'affolent. En mai, son prix à la tonne atteint 438 €. Moi, je peux vous dire que c'était historique. Le blé a pris 100 €. Nous avons eu une explosion. La valeur d'une récolte comme celle d'Alexandre est passée de 430 000 € à 880 000 €. Une plus-value potentielle de 450 000 € en 6 mois. C'est en effet historique. Manque de chance, l'agriculteur n'a pas vraiment pu en profiter, car au moment du pic, il avait déjà vendu toute sa moisson 2021. Il ne faut jamais regretter une vente. Ça reste du poker. Est-ce que je le vends aujourd'hui au prix du jour ou est-ce que j'attends un mois? Je peux avoir perdu 30 € tonne ou je peux en avoir gagné 30 € tonne. Ça, malheureusement, aujourd'hui, personne n'est capable de nous le prédire. En vendant dans les prochaines semaines, Alexandre s'apprête tout de même à empocher une belle somme, 670 000 € environ, soit 35% de plus que l'an dernier. Mais cette plus-value est en trompe-l'œil, car ses dépenses ont bien plus augmenté que ses recettes durant cette crise. Il y a toutes les charges qui me servent à faire fonctionner mon exploitation. Carburant x2, engrais x4, matériel plus 15 à plus 25%. Donc toutes ces charges-là ont augmenté aussi dans le contexte qu'on connaît à l'heure actuelle. Finalement, quand le prix de notre baguette augmente, c'est loin d'être le paysan qui se régale le plus. Sur le marché du blé, il y a ceux qui peuvent vraiment remporter le jackpot, quitte à faire s'envoler les prix. Très loin des champs de Seine-et-Marne, dans l'Ouest américain, en Arizona. Au milieu de ces montagnes arides, où ne pousse pas un seul épi de blé, vit l'un des traders en matières premières les plus célèbres des États-Unis.
Il a quitté les bureaux des fonds d'investissement pour cette villa d'un quartier résidentiel de Payson. Je pense que l'inflation va vraiment se poursuivre. Tom Basso est un as de la finance. Avec sa femme Brenda, il commence toutes ses journées par le même rituel, prendre le pouls des marchés mondiaux devant son petit écran. Mon émission préférée. À 70 ans, Tom Basso n'est pas tout à fait à la retraite. 3 heures par jour, il se connecte sur les places de marché du monde entier. Son métier, c'est de faire fructifier son argent et celui de ses clients en misant sur une vingtaine de matières premières, dont le blé. Et quand il en achète, il ne fait pas les choses à moitié. Ce matin-là, Tom a pris position sur l'équivalent de 14% de la production française. Par exemple, j'ai 37 200 contrats de vente de blé aujourd'hui. À la minute où je vous parle, ça représente l'équivalent de 5 millions de tonnes de blé. Et il va y en avoir d'autres. Et on n'est que le matin. Avec une quantité aussi énorme, le moindre soubresaut du marché suffit à lui faire gagner des centaines de milliers de dollars. Alors en bon spéculateur, il a su anticiper la guerre en Ukraine avant même qu'elle n'éclate. Les cours ont vraiment décollé dès le début du mois de janvier. Et là, où vous voyez la flèche, c'est là que je me lance. Donc, j'ai acheté du blé et avec la guerre, les prix ont vite réagi car beaucoup de blé est resté bloqué en Ukraine. Ça a privé le monde entier de céréales. Il y avait toujours la même demande, avec beaucoup moins d'offres, donc les prix ont augmenté. C'est logique. À travers le monde, des milliers de spéculateurs vont suivre son exemple. En se ruant sur le blé avant qu'il ne vienne à manquer, ils vont accélérer artificiellement la pénurie et la hausse des prix. Et là, c'est le jour où je réalise mon gain. Après cette jolie progression, j'ai acheté mon blé ici, j'ai revendu là, acheté pas cher, vendu très cher, et j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est plutôt simple. C'est en misant sur de telles crises que Tom Basso gagne sa vie, à la manière d'un joueur de poker. C'est la nature même de mon boulot de spéculateur. Je ne suis sûr de rien. Environ 2 tiers de mes paris dans l'année sont perdus. 1 tiers seulement me rapporte de l'argent. Le but, c'est que ce dernier tiers soit extrêmement rentable. Comme dans le cas de mes transactions sur cette courbe. Ça fait partie de mes tickets gagnants. Il faut faire en sorte que les pertes soient minimes. C'est comme ça que ça marche dans ce boulot. Tom Basso ne souhaite pas faire connaître les revenus qu'il a tirés de cette opération. Mais ce métier de trader lui permet de vivre confortablement, tout en s'accordant du temps pour son loisir préféré, le golf. Au grand jeu entre les acteurs du blé, il y a les grands gagnants d'un côté et les perdants de l'autre. Nos boulangers qui payent plus cher leur farine et ceux qui font pousser le blé dans la zone la plus critique du moment. Retour en Europe, à Varsovie, la capitale de la Pologne est devenue une des dernières portes d'entrée vers l'Ukraine. C'est ici qu'atterrissent les entrepreneurs encore présents, comme Florian Garnier, 40 ans, un aventurier du blé qui se bat aujourd'hui pour se tirer d'affaire. Donc c'est parti pour 800 km, on a 400 km en Pologne, 400 km en Ukraine. À l'âge de 25 ans, ce diplômé d'une école de commerce et ingénieur agricole avait choisi de miser toutes ses billes en Ukraine. Mais 13 ans plus tard, ce pari vire au parcours du combattant et ça commence à la frontière. Le bouchon est là. Vous pouvez y aller. La barrière va s'ouvrir. Mettez-vous là. Dziękuję, хорошего dnia. Ce pont marque l'entrée officielle sur le territoire ukrainien. Et le retour aux affaires pour Florian. Bienvenue en Ukraine.
temps d'y rentrer, on va retrouver nos équipes, on va retrouver notre exploitation. On est en pleine moisson et la moisson, ça reste ce moment festif. Donc en guerre ou pas en guerre, toute cette partie de l'économie a besoin de travailler. On ne peut pas se dire tout est noir, on reste chez soi et le pays ne tourne plus. Après 9 heures de route, nous atteignons la région où se trouve son exploitation, Jitomir, à l'ouest de Kiev. C'est l'une des toutes premières villes ciblées par les missiles russes au début de la guerre. Bilan, 70 morts. Florian y a vécu avec sa femme et ses 2 enfants, rentrés depuis en France. Lui revient 2 fois par mois dans sa ferme, à 60 km de là. Elle s'étend sur une surface gigantesque, 10 000 hectares, plus de 100 fois la taille moyenne d'une exploitation française. Dans ce pays surnommé le grenier à blé de l'Europe, Florian avait trouvé son Eldorado, grâce à un trésor qui gît sous ses pieds. Donc voilà, c'est du vrai tchernosium. Tchernosium, c'est Tchernovy-Zimli, c'est de la terre noire, c'est traduction du russe. C'est une terre très riche qui se réchauffe beaucoup plus vite au printemps et qui est très fertile. Ici, on a 4 à 6% de matière organique. En France, vous en avez entre 0,5 et 2-3% selon les zones. Cette terre nous permet de faire des énormes économies en termes d'engrais, environ 25% de moins que la France. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu jusqu'en Ukraine. Cette terre fertile, qui ne l'a jamais déçu, tout comme le coût de la main-d'œuvre locale, l'ont poussé à voir les choses en grand. Ça va bien ? Salut. Avec Hervé, son associé, ils ont recruté 50 personnes. Ces hommes sont payés en moyenne 450 € par mois. C'est 3 fois le SMIC ukrainien. Mais depuis la guerre, les 10 plus jeunes employés manquent à l'appel, partis combattre sur le front. Alors pour assurer sa moisson, Florian remotive les troupes. Alors aujourd'hui les gars, on va s'occuper du blé. On va y arriver. La récolte va être énorme. Il va falloir bien l'emballer dans les sacs, car on ne peut pas encore le vendre. Alors on doit le garder ici. Allez les gars, au boulot, faut y aller vite. Merci à tous. Cette céréale, Florian en produit 9500 tonnes par an pour une valeur d'environ 2 600 000 € sur les marchés mondiaux en temps normal. Du pain béni. Car avant la guerre, son coût de revient, lui, était ultra compétitif. 160 € la tonne. À faire pâlir d'envie ses homologues français qui, eux, dépensent 220 € pour produire cette même tonne. Mais ça, c'était avant, lorsque Florian pouvait vendre au cours du marché mondial. À cause des coûts du transport liés à la guerre, ses clients demandent une grosse décote. Dreyfus, il donnait 205, ils viennent de passer à 185. 185 €, nous on a 750 km, donc on a des frais logistiques là-bas de 50, donc on arrive à 135 € tonne. Pour Florian, c'est la douche froide. Cette proposition est 2 fois moins élevée que le cours du blé, et même en dessous de ses coûts de production. Le nœud du problème, c'est qu'exporter le blé ukrainien est presque devenu mission impossible. Comme tous les agriculteurs d'Ukraine, Florian vend les 3/4 de son blé à l'étranger, surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Jusque-là, l'exportation se faisait depuis les ports de la mer Noire, comme Odessa, Berdiansk ou Mariupol. Des points de passage vitaux pour les échanges mondiaux de céréales. En envahissant une partie de cette zone, la Russie a paralysé l'économie ukrainienne. Depuis 7 mois, les navires céréaliers y transitent au compte-gouttes. Seul moyen d'écouler les stocks, passer par les pays voisins comme la Roumanie ou la Pologne. Une solution loin d'être idéale, car aux abords des frontières, comme ici entre l'Ukraine et la Pologne, les routes saturent sur plusieurs kilomètres et les autorités douanières sont débordées. Si on arrive à envoyer en Pologne, ils achètent là-bas à 310 €, donc c'est une bonne base. Un acheteur polonais propose à Florian un prix alléchant. Mais avec le coût du transport à ses frais, l'équation devient intenable. Impossible. On a une production de blé de 9400 tonnes, au rythme actuel de 22 tonnes de chargement par camion.
Ça nous ferait 430 camions sur l'année, un peu plus d'un camion par jour. Un camion par jour qui devrait partir et s'immobiliser 14 jours dans une queue. Donc on a un coût de diesel et un coût de main-d'œuvre des chauffeurs qui patientent pendant 14 jours d'affilée à la frontière, qui est telle qu'on va envers la faillite. Donc voilà. Sa moisson vaut, au cours du marché actuel, 3 millions d'euros. On lui en propose à peine la moitié, alors pas question de la brader. Pour ne pas vendre à perte, Florian et son associé ont investi dans ces grands sacs de stockage. Chacun peut contenir 250 tonnes. On aura 9400 tonnes cette année, ça va nous faire une quarantaine de sacs. Mais cette solution comporte un risque sérieux. Au-delà de 10 mois de stockage, la fermentation du grain peut faire craquer les sacs. Bien que ce soit à l'abri de l'humidité et de l'air, on peut se retrouver quand même avec des problèmes de dilatation du sac, de craquement. Et donc dans ce cas-là, le grain absorbe l'humidité au sol et on peut se retrouver avec du pourrissement. Comme avec ce soja, resté 11 mois sans aération. Donc stocker trop longtemps, quelque part, c'est inévitablement perdre des tonnes. S'il n'arrive pas à déstocker dans les prochains mois, Florian devra quitter l'Ukraine, ruiné. En fait, on pourrait être capable de faire faillite avec un stock énorme, invendable. Auquel cas, je perds tout. Absolument tout ce que j'ai pu investir depuis ma vie étudiante, tout ce que j'ai construit, et toutes mes économies, et tout ce que ça induit, puisque je suis entrepreneur, donc je n'ai pas de retraite, je n'ai pas cotisé. Et l'échec n'est pas une solution, faut y aller, absolument coûte que coûte. Florian a finalement dû accepter de vendre 800 tonnes de sa récolte à perte pour pouvoir continuer de payer ses salariés. Le reste de son blé est toujours entreposé dans sa ferme, en attendant de pouvoir le vendre au bon prix via les ports ukrainiens. En plein cœur de l'été, une lueur d'espoir a surgi. Russes et Ukrainiens finissent par signer un accord à Istanbul face à la menace d'une crise alimentaire mondiale. Les céréales bloquées dans les ports ukrainiens vont pouvoir à nouveau être exportées par bateau. C'est un accord bénéfique pour le monde entier. Un soulagement qui va éviter des famines et aider à stabiliser la flambée des prix alimentaires mondiaux. Mais depuis, le trafic ne reprend que lentement sur la mer Noire. Et cette éclaircie est loin de mettre fin à un scandale qui dure depuis le début de la guerre, le pillage des céréales auquel se livre la Russie dans les zones occupées. Objet de toutes les convoitises, le blé ukrainien est devenu un butin de guerre. À Kiev, la capitale, il y a un homme qui n'en décolère pas. C'est le vice-ministre de l'agriculture ukrainienne. Que voulez-vous savoir à propos de la carte ? Markian Dmitrazevich est l'un des initiateurs des accords d'Istanbul. Il sait qu'une contrebande russe profite aussi de la fin du blocus pour détourner du blé ukrainien. Ici, nous avons le port d'Odessa. Les Russes s'accaparent notre blé dans la région de Kherson. Ils l'emportent en Crimée jusqu'à Sébastopol. En 2014, quand les Russes ont occupé la Crimée, ils ne produisaient pas de céréales ici. Il n'y avait rien à exporter. Et dès le début de la guerre, ils se sont mis à exporter du blé depuis la Crimée. Les Russes utilisent nos céréales comme une arme, tout comme ils utilisent l'énergie, le pétrole, le gaz. Volé par la Russie, ce blé est vendu légèrement en dessous des prix du marché à ses alliés comme la Syrie. Et pourtant, cela peut rapporter très gros. Un cargo comme celui-ci, par exemple, peut transporter dans ses cales jusqu'à 10 millions d'euros de blé. Nous avons remonté la trace de ce trafic. Pour vendre leur cargaison, ils doivent emprunter l'un des points névralgiques du commerce mondial, en Turquie, le détroit du Bosphore. C'est le seul passage de la mer Noire vers la Méditerranée. Une véritable autoroute qui voit passer chaque année près de 50 000 navires.
Au cœur d'Istanbul, dans cette crise du blé, cet homme joue les sentinelles face au détroit. J'aime pister tout ce qui passe. Les bateaux, c'est ma spécialité. Rivé à son téléobjectif sur sa terrasse, Yoruk Izik est analyste géopolitique. Il coopère notamment avec le Parlement européen. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il traque tous les navires suspects qui franchissent le Bosphore. Là, c'est le passage le plus étroit. Donc tous les navires militaires ou commerciaux passent juste sous mes yeux. Chaque jour, Yoruk recoupe des milliers de données pour tracer le parcours des cargos. Il en est convaincu, la Russie pratique un hold-up géant sur le blé ukrainien. En croisant ce que les activistes ukrainiens observent sur le terrain et ce que nous voyons dans le Bosphore, on peut estimer qu'1 million de tonnes de blé ont été pillées en Ukraine. Ces opérations ont lieu à une échelle industrielle, elles sont très organisées. Plusieurs dizaines de bateaux nourrissent ce gigantesque trafic international. Et voilà comment ils s'y prennent pour passer sous les radars. Voici le Mikhail Nenachev, un bateau en provenance de Sébastopol, chargé de blé. Sur son logiciel de suivi du trafic maritime, Yoruk constate à chaque passage de ce bateau une grave infraction aux règles de navigation. Lorsque ce cargo pénètre dans la mer Noire, l'équipage éteint son signal de localisation. Donc jusqu'ici, par exemple, il émet son signal. Et le 11 juin, il le coupe. Pendant 8 jours, il devient invisible. C'est totalement illégal d'éteindre son signal. Et comme par hasard, il coupe son signal ici, juste au sud de Sébastopol. Voilà le but de la manœuvre. Si le navire coupe son signal en pleine mer, c'est parce qu'il veut laisser penser qu'il continue son trajet en ligne droite pour charger du blé en toute légalité. Ici, au terminal céréalier du port Kavkaz, situé en Russie. Durant les 8 jours pendant lesquels il disparaît des radars, il va en fait parcourir un tout autre trajet. Le bateau que surveille Yoruk va se rendre en secret 300 km plus à l'ouest. Direction Sébastopol, en Crimée, occupée par l'armée russe, la plaque tournante du détournement des céréales. C'est là que le bateau va faire le plein de blé volé. Je peux vous montrer. Voici une photo satellite. Grâce à ces réseaux, Yoruk a mis la main sur cette preuve compromettante. Ici, c'est le terminal céréalier de Sébastopol. Et nous voyons le cargo Mikhail Nenachev qui se fait charger de céréales. C'était le 16 juin. Et ça correspond exactement à la période durant laquelle il a coupé son signal. Vous pouvez voir que le navire est rempli de blé. Toutes les cales du bateau sont ouvertes. On y voit le blé là. Le navire est bien présent ce jour-là. Pour réussir sa feinte, l'équipage doit encore faire croire que ce blé est russe. Le navire va donc quitter Sébastopol, les cales pleines de blé, en direction du port de Kavkaz en Russie. Son système de localisation est toujours éteint. Ce n'est qu'en repartant de ce port russe que le navire va enfin réactiver son signal de localisation, 8 jours après avoir disparu des radars. C'est ainsi que des contrebandiers russes détournent en catimini des milliers de tonnes de blé ukrainien vers la Méditerranée. Un bateau, c'est 27 000 tonnes de blé. C'est comme ça que les contrebandiers russes réussissent à faire revenir le blé volé sur le marché mondial. Seuls 2 de ces cargos ont pu être arraisonnés par les forces turques et libanaises avec leurs marchandises pillées. Pendant ce temps, dans les pays qui dépendent du blé ukrainien pour se nourrir, la crise se fait déjà durement sentir. Au Liban et en Tunisie, la farine est rationnée et on observe déjà des scènes de ruées devant les boulangeries. En France, par chance, pas de risque de pénurie. Mais le prix du pain, lui, a déjà augmenté de 8% et ce n'est sans doute pas fini.